Bonjour à tous, on va juste pas vous laisser dans le silence absolu. On attend quelques minutes parce qu'on est en train de voir le nombre de connectés augmenter. Donc on laisse le temps à tout le monde de joindre ce e-symposium et on fera l'introduction je pense, d'ici une minute ou deux, le temps que tout le monde soit intégré sur ce symposium. Donc vous inquiétez pas si on parle pas, on est quand même avec vous. Écoutez, je vous propose de démarrer cette session. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés sur ce e-symposium organisé avec le support d'Europharmat. Je suis Emmanuel Jean-Jean, je m'occupe de la partie endoscopie pour Medtronic France. Et on va vous parler aujourd'hui d'intelligence artificielle et de coloscopie. Et j'ai l'extrême privilège d'être avec Robert Benamouzik de l'hôpital d'Avicenne, qui est le responsable de l'activité endoscopique et gastroentérologique sur ce centre. Donc, vous avez un sondage qui apparaît à l'écran. On va vous demander de répondre à cette question sur justement le sujet dont on parle, la coloscopie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'intelligence artificielle en coloscopie? Et est-ce qu'à votre avis, c'est utile ou pas? Donc, on va vous laisser répondre à ces questions. Et après, Robert, je propose d'attaquer la session Ben oui, et bah, de nous convaincre que ça sert à quelque chose. voilà, donc je pense que chacun peut prendre le temps de répondre à ces questions qui ne sont pas du tout pièges, hein. Je veux dire, c'est juste pour pouvoir savoir un peu où vous en êtes. Aujourd'hui, le sujet de l'intelligence artificielle et de la coloscopie, il est je vais dire, dans un double décor. Le premier décor, c'est celui de l'intelligence artificielle et de la médecine en général, où on sait que ça peut être un outil de complément et probablement de complément majeur, voire de changement radical pour certaines activités. Vous êtes au courant de ce qui se passe en radiologie déjà dans certains champs diagnostiques, y compris par exemple des choses comme le dépistage du cancer du sein. Vous êtes certainement au courant des évolutions en cours autour de l'anatomopathologie, où beaucoup de situations sont en train d'être revisitées à l'aide de cet outil. Et nous, on est donc dans cette dynamique avec une technique d'imagerie autour de la coloscopie. Alors, pour bien situer le débat, je pense qu'il faut voir les choses dans le cadre de la coloscopie. Pourquoi la coloscopie? Principalement pour diagnostiquer ou éliminer le diagnostic de cancer du côlon. Alors, le cancer du côlon, c'est un enjeu de santé publique majeur. Alors, ça, c'est un des enjeux de santé publique majeur. C'est en général une vulgate de dire ça, mais là, on est vraiment dans quelque chose d'important, puisqu'on a une pathologie qui touchait environ 30 000 nouvelles situations humaines chaque année. On est maintenant à 45 000, quasiment 47 000 nouveaux cas diagnostiqués en 2023. Donc, on a une augmentation significative de cette pathologie, dont une partie est très clairement liée au vieillissement de la population, mais une autre partie a des facteurs qu'on ne maîtrise pas complètement aujourd'hui. Ça reste un cancer qui, globalement, est associé à un pronostic mauvais, puisqu'on on est certainement sur le deuxième cancer en termes de mortalité en France. On a 17 000 décès liés directement à cette pathologie chaque année. Et au contraire, et ça c'est la bonne nouvelle, quand on arrive à faire le diagnostic de façon précoce ou très précoce, voire même avant le diagnostic de cancer, au moment des lésions précancéreuses, eh bien là, on peut soit ne pas développer le cancer, ce qui est encore mieux, soit être guéri dans plus de 95% des cas pour des stades 1, par exemple, survie à 5 ans. Donc c'est un enjeu par le nombre, un enjeu par la sévérité, un enjeu par l'évitabilité, puisque, comme vous le savez,
on a en général un peu de temps entre l'apparition de la lésion précancéreuse qu'on peut détecter, enlever, l'apparition des formes précoces, puis le passage aux formes tardives. Et donc, c'est tous les enjeux de cette exploration. Et est-ce que tu peux me parler de l'examen de référence pour la colo aujourd'hui, ça reste pour le cancer colorectal, ça reste la coloscopie, on est d'accord. Oui, là, il n'y a pas de doute possible, hein. C'est vraiment le gold standard, c'est la coloscopie. Donc, le but, c'est de rechercher les polypes. Alors, probablement qu'on a une part de surdiagnostic parce qu'il y a beaucoup de polypes qui se transformeront jamais en cancer, mais aujourd'hui, on est incapable de reconnaître un bon d'un mauvais polype, un polype qui ne se transformerait pas d'un polype qui va se transformer. Et donc, pour l'instant, tous les polypes doivent être considérés comme potentiellement à risque et retirés, et donc détectés. C'est tout l'enjeu de notre entretien du jour. Et juste pour vous donner aussi le nombre d'actes à peu près, on estime qu'on fait à peu près 1,5 million de coloscopies chaque année en France, ce qui est quand même massif. Si on dit qu'on va en avoir une, par exemple, tous les 10 ans ou tous les 5 ans pour certaines populations, ça veut dire qu'on va exposer tous les 10 ans 15 millions de Français ou un peu moins à cet acte, ce qui, par rapport à la population cible, est une large proportion. On estime qu'environ 25 à 30 de la population française a eu ou aura une coloscopie. Voilà. Je sais que les sociétés savantes, vous avez travaillé sur des critères de qualité qu'on voit ici. Est-ce qu'on peut, sur tous ces critères de qualité qui sont indispensables pour qualifier une coloscopie de bonne ou de moins bonne ou de moins bonne qualité, Oui. est-ce que tu peux insister sur les critères qui sont les plus importants? Alors, bon, donc, comme tous les actes qui dépendent d'un homme, on a des qualités qui peuvent être différentes. Et maintenant, on sait tout à fait que l'opérateur, comme pour d'autres actes en médecine, joue un rôle. Alors, on essaye de standardiser au maximum la qualité de cet acte et effectivement les sociétés savantes, le Conseil national professionnel d'hépatogastroentérologie que j'ai l'honneur de présider, la Société française d'endoscopie digestive, ont réalisé au cours des dernières années beaucoup de travaux qui ont été aussi développés au niveau européen, au niveau nord-américain, pour définir ce qui est un, un critère de qualité. Et donc, sans rentrer trop dans le détail, mais on va dire que l'examen doit être complet, dans un certain pourcentage de cas le plus élevé possible, que la préparation doit être satisfaisante, et ça, vous savez bien en tant que pharmacien que c'est un sujet majeur et que vous avez d'ailleurs un rôle potentiel de complément d'information au moment de la préparation pour avoir les meilleures préparations possibles. Et puis, l'idée aussi, c'est que toute proportion gardée, parce que les populations peuvent être non similaires, on doit pouvoir avoir ce qu'on appelle, nous, un taux de détection des adénomes minimum, qui est estimé de l'ordre de 25%, qui est une sorte de témoin global. Alors, c'est en moyenne, hein, ce n'est pas par coloscopie. Et puis, bien sûr, des critères sur le suivi aussi vont intervenir. Donc, on a des critères de qualité et on peut mesurer donc ce qu'on fait en coloscopie. Alors, ces critères de qualité, pourquoi on a pris 25% pour une population tout venant, 45% si on est après un test de dépistage du cancer colorectal par recherche de sang occulte dans les selles, le fameux FIT, le test immunologique, eh bien, c'est parce qu'on sait que si on atteint ces taux, on aura moins de ce qu'on appelle les cancers d'intervalle, c'est-à-dire les cancers qu'on va retrouver après une coloscopie, que ce soit précoce ou tardif. Et on sait qu'à chaque fois qu'on augmente le taux de détection d'adénome d'environ 1%, eh bien, en moyenne, hein, on va diminuer de 3% le risque d'avoir un cancer post-coloscopie, ce qui est quand même important, parce qu'on vient de dire que la colo, le but, c'est de trouver des lésions et d'éviter le développement du cancer. Voilà. Donc, c'est dans ce débat-là qu'on va maintenant parler de l'intelligence artificielle. Là, vous voyez des chiffres qui ont fait un peu base, mais ils ont été reproduits dans le monde entier, qui étaient les premiers dont on disposait, qui étaient les chiffres polonais. Et vous voyez, par exemple, que si on part dans les très faibles détecteurs, eh bien, le taux de détection de cancer d'intervalle va être beaucoup plus élevé, c'est la courbe violette là-haut, que chez les très forts détecteurs, où la courbe est quasiment plate, où il n'y a presque pas, en tout cas dans les années qui suivent la coloscopie de cancer d'interne.
Une autre chose importante, et c'est important toujours avant de parler de l'intelligence artificielle sur la coloscopie, c'est que si on trouve des choses, on va les retirer. Et on va faire simple, mais il y a différents types de lésions, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a des lésions qui sont pour l'endoscopiste, il y a des lésions qui sont pour l'endoscopiste, on va dire interventionnelles, c'est-à-dire déjà qui va prendre, qui sait et qui est formé pour prendre des risques avec un curriculum de formation un peu plus spécifique qu'un endoscopiste, on va dire normal. Et puis, il y a aussi des situations où on a absolument besoin du recours à la chirurgie. Et donc, il n'est pas question d'aller exposer inutilement des gens, soit à de la chirurgie qu'ils auraient pu éviter, soit à pas de chirurgie en faisant des gestes inutiles et dangereux, alors qu'il faut aller directement à la chirurgie. Et donc, dans ce cadre-là, la caractérisation, c'est bien le mot-clé, est importante. Robert, je pense qu'on a bien remis le décor sur l'importance de bien détecter les adénomes. Une fois qu'on les a détectés, de bien les caractériser pour savoir quelle est la meilleure technique. Mais dans la vraie vie, quand on regarde ce qui se passe dans votre quotidien, bah déjà, quand on fait une coloscopie, c'est énormément d'images à regarder. Et donc, j'ai commencé par la partie du mieux, c'est une coloscopie, c'est en gros 50 000 images à analyser. Et si je reprends sur la partie tout à gauche, on a une particularité sur le humain, c'est notre capacité à focaliser notre point de vue un point donné. Et quand on regarde un point précis, on oublie ou on voit beaucoup moins ce qu'il y a autour. Donc ça peut être un problème si on focalise sur quelque chose qui n'est pas pertinent, alors que l'image de prédiction ou l'image à regarder est peut-être dans le coin ou ailleurs. Donc on a ces deux problématiques qui est la vision focale, la vision périphérique, le nombre d'images à regarder, parce qu'une colo, on n'en fait pas une, vous en faites, je sais pas, 10, 12, 12, ça oui. dépend des journées. Et donc si vous prenez 10 coloscopies, ça fait plus de 500 000 images à regarder avec la contrainte de ne rien louper. Et tant soit peu que, par ailleurs, dans votre quotidien, on vous appelle, on vous demande un cas, on vous demande de ta vie, vous êtes perturbé, bah, ça fait beaucoup de sujets sur lesquels bah, on peut louper des choses. Et l'enjeu, il est vraiment là, c'est de ne pas louper, ce que tu l'as dit. Chaque pourcentage gagné en taux de détection, c'est des cancers d'intervalle qui peuvent être évités. Donc, du coup, est-ce que l'intelligence artificielle apporte une solution à cette question? Et ça ne s'est pas fait en une fois, parce qu'il y a eu différentes étapes. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ces étapes par lesquelles on est passé. Ben, Mais peut-être peut-être je vais me permettre de redéfinir ce qu'on appelle intelligence artificielle, parce que ça fait peur à tout très le monde. important. Très Ça fait peur à important. tout le monde, parce qu'on a l'impression que tout est sous contrôle d'une machine et pas de l'humain. Donc déjà, quand on parle d'intelligence artificielle, moi je vais vous parler d'apprentissage profond, donc qui est une des spécificités ou des activités de l'intelligence artificielle. Donc ce qu'on appelle le deep learning ou apprentissage profond, c'est arrivé à peu près en 2010. Et l'idée, elle est assez simple. On va parler de réseaux de neurones à convolution. Donc, on va avoir des réseaux de neurones artificiels dont l'objectif est d'essayer de mimer ce que ferait un cerveau humain, mais sur une tâche très précise. Ça ne peut pas faire 50 000 trucs, une IA. C'est entraîné pour faire une action très précise. Et dans le cas de la coloscopie, on a entraîné une IA à, un, détecter le polype, et on est en train de travailler sur est-ce qu'elle peut le caractériser. Et la façon dont ça marche, c'est qu'on va prendre des images, on va leur appliquer des traitements, et on va aller rechercher des caractéristiques, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones à convolution. Et donc à chaque fois, on va appliquer des filtres, on va chercher des caractéristiques, on va simplifier les images. Et l'idée, c'est d'avoir, par rapport à une image de sortie, d'entrée, pardon, une image de sortie où on dit, bah voilà, moi ce que je vois, par rapport à ce que tu m'as montré, c'est un polype ou c'est pas un polype, et j'ai une probabilité d'avoir raison d'un certain pourcentage. Mais gardez ça en tête parce que vraiment, le principe de deep learning, c'est je vais donner au début un set d'images complètement documenté à la machine. La machine va travailler avec ce set d'images qu'elle connaît par cœur. Et ensuite, on va valider qu'elle a bien appris et qu'elle est capable d'apprendre toute seule avec un set d'images qu'elle ne connaît pas. Et c'est vraiment le principe des études, c'est de dire est-ce que cette intelligence est capable, par rapport à ce qu'on lui demande à faire, de le faire comme il faut. Et c'est le principe des études. Et je te propose de regarder ce que ça a donné au cours du temps avec ces études-là. Et voilà, donc idéalement, quand on se pose ce genre de questions, il faut aller sur des images qu'on va appeler annotées, c'est-à-dire référencées. On sait exactement de quoi on parle, donc on va prendre des banques d'images qui existent ou qu'on crée et on va dire, ben voilà, ça c'est ce genre de lésion, ça c'est cet autre genre de lésion. Et petit à petit, on va entraîner ces réseaux de neurones pour les reconnaître et on va affiner le modèle pour arriver à des
critères qui sont très classiques dans les études usuelles, la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et négative pour avoir une vision de l'efficacité des choses. Et puis, donc ça, c'est la première étape. La seconde étape sur par exemple, vous voyez qu'on est déjà dans des données pas si vieilles, hein, on est en 2018, ça a été de comparer en fonction de la taille, la vision humaine et la vision de ces systèmes. Et on est très rapidement passé, donc dans les années 2018-19, sur cette fois-ci des vidéos, c'est-à-dire qu'on n'a plus entraîné les systèmes sur les images fixes et évalué sur les images fixes, on les a entraînés sur les images fixes et très rapidement, on a embarqué à voir l'effet que ça pouvait avoir sur des vidéos. Et on a eu différentes études dans différents centres académiques qui ont montré que c'était, selon les modèles mathématiques utilisés, plus ou moins valable en termes de vrai positif, faux positif, pour avoir les sensibilités, spécificités dont on parlait. Ces étapes-là, on va dire qu'elles sont maintenant bien bouclées. Il y a des nouveaux modèles, des nouvelles façons de travailler qui sont à l'étude, mais c'est sur ces bases-là que les systèmes dont on dispose aujourd'hui ont été validés. Effectivement, tu l'as dit, entre les images fixes ou les vidéos, bah, ce n'est pas la vraie vie. Et encore une fois, je reviens à la vraie vie, où la vraie vie, c'est tu as ton patient, vous faites la coloscopie, il faut que l'analyse se fasse comme vous faites vous, en temps réel, et que ce système vous aide en temps réel. Effectivement, on arrive maintenant avec des modules qui s'intègrent sur vos systèmes d'endoscopie pour faire ces analyses. Et voilà ce que ça donne très concrètement. Vous avez ici euh, une coloscopie et l'image de gauche sera réalisée avec l'image de droite, c'est ce que verrait le médecin sans IA. Et je vous invite à regarder ces images-là. Alors, commencez peut-être par regarder celle de droite et regarder sur quelque chose. Et vous verrez que sur l'image de gauche, dès qu'il va y avoir un petit carré vert qui va apparaître, c'est que l'IA a déjà vu quelque chose, là où peut-être votre œil n'aurait pas encore vu tout de suite cette lésion. Donc, je vous laisse regarder. C'est un exercice qui est assez rigolo à faire, mais regardez si, encore une fois, mettez-vous dans les chaussures d'un gastroentérologue qui fait sa colo. Ben là, on voit sur la droite, on a déjà ce petit carré qui nous dit là, moi, je vois quelque chose. Et alors, des fois, effectivement, des fois, l'IA va plus que le médecin, des fois, c'est le médecin, mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est vraiment de dire dès qu'il y a un truc à voir, je le vois. Et l'IA, ben, elle est pas perturbée, elle regarde l'image dans son ensemble, elle ne loupe rien. Donc, dès qu'elle est entraînée à bien faire les choses, elle le fait bien. Donc, ça, c'est ce qui est disponible. La question est, est-ce qu'on a suffisamment de preuves cliniques aujourd'hui pour faire confiance à ces tiers dans la détection? Donc, moi, j'aimerais que tu nous parles de ça, Robert. Ben oui, alors donc là, l'étape d'après, dont enfin, on n'est pas encore sorti, on est dedans, mais on a maintenant là aussi un peu de recul, c'est d'aller voir dans la vraie vie exactement alors il y a différentes façons d'évaluer ça. Par exemple, ça c'était une des premières très très belles études asiatiques sur l'intelligence artificielle. Ils avaient simplement pris plus de 1000 sujets qui devaient avoir une colo, et on va dire qu'un peu plus euh, euh, avait eu le système de routine et presque le même nombre, le système avec l'intelligence artificielle. Donc là, on compare deux populations, mais importantes en nombre, qui ont les deux techniques séparément. Personne n'a eu les deux en même temps, hein. Et on va regarder qu'est-ce qui permet de sortir des résultats. Et ben voilà, donc, on voit que quand on fait la colo, on va dire entre guillemets normale, on a, si vous regardez la deuxième ligne ADR, un taux de détection des adénomes, ce qu'on a vu tout à l'heure l'importance de ça, qui est d'environ 21%. Si maintenant on se place dans le côté intelligence artificielle, ce qu'on va appeler les CAD I pour détection, DI détection, eh bien vous voyez qu'on est monté à 29%. Alors on a gagné sur cette étude un grand nombre de sujets en comparant donc de façon randomisée deux populations. L'augmentation, elle est vraie aussi pour le nombre moyen de polypes détectés et pour le nombre moyen d'adénomes détectés par coloscopie. Donc, on a des choses très cohérentes, très, très solides qui ont été ensuite reproduites. On peut revoir d'autres choses. Évidemment, quand on fait ces études, on peut être gêné en intelligence artificielle par des mauvaises préparations. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle est d'autant plus efficace que la coloscopie est déjà bonne. Bonne parce que
on a une bonne préparation, bonne parce qu'on s'exposait bien la muqueuse. Et ça, c'est une vraie question. C'est que la technique de progression dans un côlon reste une technique manuelle. Et on est un peu comme quand quelqu'un fait j'allais dire, si on prend un exemple un peu idiot, faire le ménage dans une vieille ferme. Il y a celui qui va faire juste la cuisine et la salle de bain, et il y a celui qui va monter au grenier, qui va faire tous les recoins, qui va s'arrêter à chaque recoin. Eh bien, l'endoscopiste, dans un côlon, eh ben, il doit faire le ménage dans tous les recoins. Et ça, c'est indépendant, bien sûr, de l'intelligence artificielle, mais plus on est bon dans les recoins, plus l'intelligence artificielle va être bonne. C'est sûr que si on passe à toute vitesse, on sort à toute vitesse et qu'on n'a rien regardé, ben, l'intelligence artificielle, elle n'aura rien regardé non plus, puisqu'elle dépend de votre geste mécanique. Elle ne voit que ce que tu exposes. Elle ne peut voir, l'aide à l'analyse n'est que sur la partie effectivement exposée. Voilà. Et donc là, on a eu ensuite la première étude européenne qui a été faite avec le système dont on parle aujourd'hui, qui est le plus étudié au monde. C'est une étude initiale, Princeps, qui avait été faite chez des patients qui avaient environ 300 polypes. Et la machine on était sûr qu'ils étaient là parce on avait fait la colo, et elle détecte sur les films 99% et quelques des polypes qui étaient présents, donc tous quasiment. Et surtout, elle semblait plus rapide que l'endoscopie, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Et il n'y avait pas tellement de faux positifs dans cette étude. Alors, dans la vraie vie, à ce moment du système, ce n'était pas vrai, parce qu'il y avait pas mal de faux positifs et ça s'était amélioré. Alors, ça, c'est la littérature, vous voyez, ça tombe dru 2019-2020. Et on retrouve ce résultat, c'est-à-dire, vous voyez, on a un hasard ratio de 1,44, c'est-à-dire qu'en fait, on a une fois et demie le nombre d'adénomes quand on a l'intelligence artificielle, ce qui est quand même pas mal. Alors, la littérature a évolué. Vous voyez, c'est les mêmes auteurs, c'est la même méthodologie, et on est cette fois-ci avec la littérature qui remonte jusqu'en 23. Donc, on est dans l'actualité complète, hein, puisque ça a été publié au mois d'août, ce truc-là. Et maintenant, on voit que finalement, le bénéfice, c'est comme souvent, hein, est de l'ordre de 25% et pas de 50%. Mais ça reste quand même très nettement significatif d'une part, et d'autre part, quand vous regardez les études, elles sont toutes homogènes. C'est-à-dire que par rapport à la barre, la verticale, vous voyez que tous les points sont du côté d'amélioration et pas du côté d'en dessous. Voilà. Donc ça, c'est super important. On a donc d'autres études qui s'intéressent à la recherche des adénomes manqués. C'est une autre version. Et donc pour ça, on fait en général une première coloscopie avec l'intelligence artificielle, et puis on descend et on remonte le coloscope sans l'intelligence artificielle. Ça, c'était dans un des bras de l'étude. Et l'autre bras, c'était la même chose, mais à l'envers. Et donc, on va voir ce qu'on a raté par chacune des deux techniques. Ben, évidemment, on a raté beaucoup plus quand on n'utilise pas en première intention l'intelligence artificielle, et on va diminuer donc ce taux d'adénome raté, on va dire, qu'on peut calculer grâce à ce genre de travaux, d'environ la moitié. Et là, par exemple, on avait quand même réussi en normal à rater 30% des adénomes, et on n'en ratera plus que 15%. Pourquoi on en rate autant? Ben parce qu'il y a le côté que ce n'est pas une vision absolue, c'est une vision absolue de ce qu'on voit. Hein, c'est le côté ménage dans la ferme. Voilà, donc on a ces améliorations qui nous semblent maintenant non discutables et très claires. Du coup, on a quand même des études qui sont, comme tu le dis, qui sont très sérieuses, très rigoureuses, qui sont non discutables. Est-ce qu'on a, alors on a ce qui manquait, et ce qui arrivait, ce qui est en train d'arriver, c'est des données de vraie vie. Donc on a effectivement, il y a un papier de vraie vie qui est français. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce Alors, là, papier de vraie vie? oui, parce que ça, c'est aussi très intéressant. Donc, cette fois-ci, c'est un groupe de gastro-entérologues dynamiques d'Île-de-France qui a réalisé des colos sans IA, ou avec IA, on a fait la progression indépendamment, et puis on va analyser le retour, on va dire. Donc, on est dans des conditions tout à fait classiques, et on augmente le taux de détection des adénomes. Là, dans cette étude,
entre guillemets, que de 4%. On a vu tout à l'heure en moyenne qu'on sortait 24%. Alors pourquoi? Ben parce que peut-être aussi dans ce travail, on a eu recours à des experts et qu'une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que le bénéfice est pour tous les gastro-entérologues? Est-ce que c'est pour les mauvais détecteurs qu'on améliore ou est-ce qu'au contraire, les très mauvais détecteurs, comme de toute manière, ils ne visitent pas la ferme, ils n'améliorent pas de toutes les manières? Ça, c'est des questions qui ne sont pas tranchées. C'est-à-dire, l'amélioration, oui, ça c'est sûr. La quantité d'amélioration des adénomes, ça dépend de leur taille, ça dépend de la qualité du gastro-entérologue, ça dépend de la technique du gastro-entérologue. Donc, amélioration, concept, oui. Quantité d'amélioration, et donc retentissement clinique vrai pour le patient, probablement qu'on a encore des choses à apprendre. Parce que effectivement, sur ces études, jusqu'à la fin, pour les détecteurs dits inférieurs, le gain était plus important que pour les expérimentés, comme tu l'as dit. Et effectivement, une des conclusions de ce papier, c'est que bah, l'IA d'endoscopie, notamment dans la détection, bah, ça va devenir un must-have parce que ça a fait ses preuves. Et donc, effectivement, est-ce qu'on peut ticker la box en disant IA colo et IA détection? Oui, je pense que la preuve est faite. Effectivement, on peut discuter de l'amélioration, mais en tout cas, la preuve est faite. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Alors moi, j'ai parlé de ce qu'on a, de là où on en est dans la caractérisation, ce que tu parlais tout à l'heure de cet aspect caractérisation qui est important, puisqu'il va déterminer ce qu'on doit faire du patient et comment on doit le prendre en charge. Donc aujourd'hui, on est dans les premiers pas de la caractérisation. Détecter, on sait bien faire. Caractériser, pour l'instant, la machine, elle fait des choses assez simples. Je disais qu'encore une fois, l'apprentissage profond, c'est des choses simples. On lui apprend à reconnaître des choses. Et plus on va lui donner à manger, plus elle va apprendre à faire des choses. Donc, pour l'instant, le stade, là où on en est, on en est là. On dit, bah voilà, quand je vois un polype, je suis capable de dire, là, c'est un adénome. Donc, tu disais que c'était des polypes dangereux. Ou, là, on va voir qu'il y en a un qui est sur le pli. Là, on va dire, bah là, quand je fais mon analyse, c'est ce n'est pas un adénome, donc ce n'est pas un polype jugé dangereux. Oui, alors ça c'est important parce qu'il y a des tout petits polypes, notamment dans le rectum ou le côlon gauche, formation polypoïde qu'on est censé ne pas retirer. Et donc ça c'est super important de ne pas retirer ces petits adénomes à aucun moment. Et effectivement, là où on en est aujourd'hui sur ces prémices sur la caractérisation, on est capable de dire, bah là, on a une étude qui, sur 162 patients, sur un certain nombre de polypes diminutifs, a montré que quand je voyais ces polypes-là, je les retirais, j'avais de l'analyse du médecin et j'avais mon analyse histologique, et on disait, bah voilà, la valeur prédictive négative est de 87%. Ce qui veut dire que quand la machine dit ce polype n'est pas dangereux, dans 87% des cas, elle a raison. Et c'est ce que dirait aussi le gastro-entérologue. Est-ce que ça, pour toi, c'est un résultat encourageant? Est-ce que c'est un bon résultat? Est-ce que c'est un bon début? Alors Voilà. ça, c'est un très bon début, mais ce n'est qu'un début. Alors pourquoi? Pas parce que le chiffre n'est pas intéressant, parce que quand on aura ce chiffre-là, je serai ravi, mais parce qu'en réalité, je ne sais pas si certains d'entre vous sont adeptes de méthodologie, mais ce sont des études qui sont, vous voyez, l'effectif est quand même encore petit, et ce sont des événements qui sont rares. Donc on a souvent des comment dire, des chiffres excellents, mais qu'on doit confirmer. La valeur négative prédictive de ce niveau permettrait, en théorie, de dire ceci est une lésion polypoïde sans intérêt que je laisse en place. Et donc, ça veut dire du temps gagné des médecins, du temps gagné des anatomopathologistes, des risques qui ne sont pas pris pour le patient. Et ça serait super important parce que on rentre dans des générations au moins pour une dizaine, quinzaine d'années où on n'aura certainement pas assez de docteurs, que ce soit des gastro-entérologues ou d'autres catégories, certainement pas assez d'anatomopathologistes, etc., etc. Donc tout ce qui est capable en amélioration de l'organisation du soin via ce genre de système est non seulement bon à prendre, mais va devenir indispensable en réalité. OK. Et là, voilà. Maintenant, simplement, moi, ce qui me gêne là-dessus, c'est pas la valeur du résultat qui est très intéressante, c'est qu'on est encore sur pas assez d'études Au pour, début. voilà, pas assez d'effectifs. Et du coup, c'est quoi pour toi
je sais que tu as des réfléchis. Donc, quelles sont pour toi les prochaines étapes sur lesquelles on doit travailler sur l'IA et la colo? Alors, il y a des choses, hein. Alors, peut-être pour compléter avant de répondre Ouais. à ta question, je ne sais pas si vous savez, en fait, on a dans la carcinogénèse colique, donc le développement du cancer, probablement deux voies. On a une voie que je vais appeler classique, qu'on pourrait appeler celle du chou-fleur, c'est-à-dire que c'est une petite lésion qui devient une moyenne lésion, qui devient une grosse lésion, qui devient un chou-fleur, qui devient un cancer. C'est la voie classique, majoritaire, probablement au moins 80% des cas. Par contre, le sujet de la lésion plane, de la lésion festonnée, comme on dit, que vous voyez ici à l'image, ce qui est plutôt dans le côlon droit, qui est plutôt ce que les gastro-entérologues ont du mal à reconnaître parce que c'est très difficile, il faut de l'expertise. À ce moment-là, on a l'absolue nécessité de céder de systèmes les meilleurs possibles. Et là, l'intelligence artificielle, elle est, je vais dire, encore plus intéressante. Elle est intéressante, mais elle est encore plus intéressante. Et vous voyez, par exemple, dans ce système, que les lésions, je ne sais pas si vous les distinguez, les deux premières sont des lésions qu'on peut voir. Hein, on voit bien que c'est grumeleux, que c'est pas bien. Si vous voyez la troisième colonne, c'est une légère rougeur. Et là, l'intelligence artificielle, elle va vous donner la sensibilité, elle va vous donner les choses un peu comme il faut pour voir les lésions. Alors, cet aspect-là des choses a été apprécié dans une étude espagnole récente. Vous voyez, elle vient d'être publiée au mois de septembre 2023, qui a considéré un nombre important d'individus, puisqu'on arrivait, après randomisation, à plus de 1600, 1700 sujets dans le groupe avec IA et autant dans le groupe sans IA. Donc, c'est un peu comme l'étude asiatique du début. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser à un aspect particulier, donc qui est celui qu'on vient de voir ensemble. Et vous voyez que si on retrouve facilement un peu plus d'adénome de plus de 1 cm, beaucoup plus d'adénome de plus de 5 mm, on retrouve aussi clairement et plus de ces lésions festonnées de plus d'1 centimètre et donc les plus dangereuses. Et là, on a cette fois-ci quelque chose qui est, je veux dire, on the top de tout ce qu'on vient de dire. Parce qu'une des critiques qu'on peut faire à ça, c'est vous nous avez dit que les adénomes, c'est dangereux, ça se transforme en cancer, mais vous avez dit aussi que tous les adénomes ne se transforment pas en cancer. Est-ce que par hasard, alors on ne sait pas, hein, je vous ai dit, on ne sait pas lesquels se transforment et ne se transforment pas aujourd'hui. Mais est-ce que par hasard, ça ne serait pas par malheur, l'IA ne détecterait en plus que les petits adénomes, ceux qui ne se transforment Non, pas? pas, ouais. Auquel cas, on aggraverait le problème du surdiagnostic. Eh bien, je pense que non, puisque sur le surdiagnostic de ces lésions festonnées, qui, elles, sont très, très précancéreuses, surtout au plus de 1 centimètre, eh bien, de ce point de vue-là, cette étude espagnole donc, qui s'appelle Cadillac montre l'intérêt, je crois, vrai Majeur, ouais. pas l'intérêt théorique, mais l'intérêt vrai pratique pour les patients de la méthode. Ok, sur cette partie caractérisation, et effectivement, cet essai est très très robuste et c'est une très belle étude. Si on parle les éléments dont vous avez aussi besoin, on a parlé aussi de la taille des polypes, parce que ça, Alors, ouais, c'est ça c'est très important, important. hein. C'est très, très important. Alors, bon, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu leur coloscopie ou pas. Peut-être certains d'entre vous ont eu des polypes. Et ceux-là savent qu'on leur a dit que vu qu'ils avaient tel nombre de polypes, de telle taille, leur coloscopie de contrôle serait dans tant de temps. Par exemple, si on a juste un tout petit polype de 5 mm, bah, la coloscopie peut être faite entre 3 et 5 ans. Si c'est un polype de 2 cm, ça peut être à 6 mois, et ainsi de suite. Donc, la taille, c'est très important. Or, aujourd'hui, eh bien, on sait qu'on ne sait pas la mesurer en réalité, parce que la seule façon de la mesurer, que tous les gastro-entérologues sont censés utiliser mais n'utilisent pas, et qui n'est pas parfaite, c'est d'ouvrir une pince à biopsie juste devant le polype. On a un effet de Pour perspective, regarder. on a un effet de perspective et donc c'est très difficile de l'apprécier. Après, on pourrait dire que c'est pas grave puisqu'on retire le polype, on l'envoie à un anatomopathologiste, le pathologiste, il a sous le microscope, il va mesurer. Ben oui, mais sauf qu'on l'a mis entre-temps plus ou moins longtemps dans un liquide de préservation et que ça racornit le morceau, et que si vous l'avez laissé tant de minutes ou tant d'heures ou tant de On n'a plus plus la une vraie dizaine taille. d'heures, vous aurez un phénomène de racornissement qui fait que la taille, là encore,
n'est pas la bonne. Donc, si ces systèmes nous permettent de standardiser la taille des polypes, ça permettra aussi de mieux standardiser les surveillances. Donc ça, c'est quelque chose qu'on attend, qui n'est pas encore totalement au point, mais qui commence à venir. Et c'est très, très intéressant. Effectivement, on parlait d'analyse d'impact, on parlait de ces sujets-là. Est-ce que l'IA aussi peut apporter des choses là-dessus? Ben, oui, on a maintenant des bonnes datas qui montrent que l'IA, dans la caractérisation, parce qu'on est maintenant passé dans ce chapitre, montre qu'on peut tout à fait prédire l'histologie de façon valable, au moins dans la distinction adénome, pas adénome, c'est-à-dire hyperplasique. Et voilà, on a donc ce genre de travaux qui sont maintenant disponibles depuis 2-3 ans aussi, qui montrent qu'on est presque aussi bon qu'un anatomopathologiste au microscope pour prédire le côté adénome, pas adénome d'un polype. Alors là, on est sur d'autres notions très intéressantes aussi, qui seraient, est-ce qu'on est au bout? Ça peut vous paraître, si vous n'êtes pas trop au courant de ça, bizarre, mais des fois, le côlon peut être très très long, très tortueux, très compliqué, avec plein de replis. Et on peut se faire avoir, on peut penser être au bout du côlon alors qu'en fait on n'est que aux 2 tiers par exemple. Et donc, je veux dire qu'un gastro bien entraîné, ça ne lui arrive pas, mais un plus junior ou des cas très particuliers ou des préparations non optimales, et bien donc on va se retrouver dans ces difficultés et l'IA pourrait peut-être aussi nous aider à assurer là, à 99,999, vous êtes au bout, c'est bon. La colo est complète. Je vois tout. La colo est complète. Après, on peut même imaginer plus tard d'autres systèmes. Là c'est pas du tout, c'est de la recherche pure, avec des contrôles magnétiques sur le coloscope pour savoir exactement où on est, une sorte de triangulation géographique du côlon qui dirait, parce qu'aujourd'hui, quand on dit c'est un côlon du côlon gauche, un polype du côlon gauche ou du côlon droit, on est quand même dans des aires géographiques qui sont, selon les tailles de côlon, très vastes. Et si on doit faire un geste plus tard, revérifier, surveiller, c'est embêtant. Et bien donc, on a là aussi, donc dans cette géographie du côlon, peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, beaucoup de gens travaillent là-dessus et les résultats sont très intéressants. Une augmentation de la précision de géolocalisation des lésions, de Et la progression. est-ce qu'on est d'accord il est quand même crucial de s'assurer que la colo est bien complète et qu'on a bien vu tout le colon parce que dans les zones terminales, on peut avoir Ah oui, oui. Et donc là, aujourd'hui, là, on a montré le tableau au début, on reboucle, hein, c'est 95% l'objectif de colon complet. Pourquoi pas que 100%? Ben parce qu'on sait qu'il y a des problèmes parfois de préparation, de progression, etc. Mais c'est l'objectif. Mais le documenter, sauf si on est parti dans l'intestin où là, on est sûr à 100%, eh bien, c'est pas si simple que ça. Alors là c'est encore mieux. C'est ce qu'on attend, mais qu'on n'a pas. Ça serait l'idée, à partir de ce savoir électronique de l'intelligence artificielle, de déterminer quelle surface du côlon a bien été visualisée, de quelle surface du côlon a été oubliée, ratée. Donc, on reprend l'histoire de la ferme. Donc, quelles pièces ont été visitées complètement, quelles pièces ont été visitées incomplètement, quelle pièce a été ratée. Okay. Et donc là, ça serait une visualisation du côlon qui montrerait ça t'a vu, ça t'a pas vu, selon l'angulation du coloscope, le système. Ça marche sur vidéo pour l'instant. On n'est pas du tout au stade, aucun système aujourd'hui n'embarque ça. Okay. Alors, ouais, ça c'est important. C'est important, voilà. C'est même pour toi d'ailleurs. Okay. C'est important, c'est quels sont les systèmes dont on dispose. Ça, je pense que tu es mieux placé que moi là-dessus. Voilà, encore une fois, c'est une technologie qui est assez récente. Hein. L'IA dans la coloscopie, ça a 3 ans, moins de 3 ans. Effectivement, c'est un vrai changement on appelle ça un changement de rupture parce qu'il y a un avant et un après l'IA. On voit qu'aujourd'hui, donc nous, on a un système qui se met sur tout type d'endoscope. Chaque marque d'endoscope a sa propre IA également. Encore une fois, il y a énormément de systèmes qui sont en train d'arriver. Il y a beaucoup de sociétés qui développent des modules. Effectivement, moi, mon message, c'est ce qu'il faut garder en tête sur une IA, c'est comme une voiture. Rouler dans une BM ou rouler dans une Skoda, et j'ai rien contre l'une ou l'autre, c'est pas forcément la même expérience. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir
Et ça, on est toujours challengé, nous, quand on vient vous voir, c'est quel est le niveau de preuve clinique qu'on est capable d'amener. Et question importante, et ça, c'est une question qui nous concerne tous, et vous aussi, de l'autre côté de l'écran, c'est pour quelle prise en charge demain? Parce qu'encore une fois, quand on change les modalités d'un examen, bah, c'est bien de la valoriser. On sait qu'en France, toute innovation est vue comme un coût et pas comme un investissement. Moi, je pense que c'est un investissement de se dire, si j'évite des cancers, je vais faire du saving quelque part et je vais avoir un outcome patient qui va être largement amélioré. Donc, on est en train de travailler sur la prise en charge en disant bah, comment ces solutions modernes d'IA vont-elles être prises en charge demain par nos instances. Et cette question, elle est en plein débat en ce moment. Et c'est un vrai sujet. Mais voilà, sachez que c'est un domaine qui est très, très effervescent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et beaucoup de choses qui vont arriver. Robert l'a montré, on est au début parce que Oui, là on est au début parce que bon, d'abord on attendait le niveau de preuve vraiment solide et puis après une fois qu'on a le niveau de preuve solide, un peu d'expérience et puis maintenant donc on se heurte alors à une autre difficulté qui est entre guillemets le côté bassement matériel, la bah oui. prise en charge. C'est des systèmes qui sont pas ruineux mais qui ont un coût et donc qui payent. Comment est-ce que c'est un supplément dans l'acte? Est-ce que c'est quelque chose que l'établissement hospitalier doit prendre en charge en sachant que les finances hospitalières sont dans l'état qu'on connaît, et ainsi de suite. Donc là, on se heurte à de la vraie vie de choses légitimes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau système, comment on s'organise pour le développer dans l'ensemble des centres. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas quelque chose à réserver aux centres experts. On a même vu qu'à la limite, c'est presque les centres non experts qui en bénéficieraient probablement le plus. Et on sait que voilà, il y a des cycles hein, comme toute innovation et notamment dans l'IA. Oui, c'est ça. Alors là aussi, il faut se méfier un peu parce que euh, on sait que l'IA, c'est quelque chose qui est pour le 21e siècle incontournable. Après, quel est l'apport réel? C'est-à-dire qu'il y a des fantasmes. Si on pourrait imaginer un docteur IA avec une infirmière IA, sauf que le patient ne serait pas IA. C'est ça. Et voilà. Donc, bon, certainement que ça, enfin, en tout cas dans mon esprit, même pas envisageable. Mais l'IA outil, l'IA aide, l'IA recours, en tout cas en endoscopie, ça semble déjà là. Après, est-ce que ça se développe de façon plus complète? On a déjà donné des pistes de développement. Est-ce que ça deviendra strictement incontournable ou est-ce que c'est juste une aide dont on peut se passer encore? Ça, je pense que c'est à chacun de juger aujourd'hui. Moi je suis certain qu'on peut faire de très bonnes endoscopies quand on est un expert et qu'on a largement le niveau de l'IA. Il ne faut pas non plus que je vous donne un message faux, mais que probablement il y a une part d'amélioration par l'IA et qu'on serait bien bête de ne pas en profiter, quoi. D'accord. Et effectivement, là, on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle et de Colomb. Tu disais au début du sujet, l'IA, ça arrive dans beaucoup de cancers, dans le cancer du sein, dans le cancer du pancréas, de l'œsophage. On analyse, on utilise des IA pour faire les analyses de clichés ou de vidéos. Donc là, effectivement, dans le domaine de la gastroentérologie, bah, il n'y a pas, en muqueuse, il n'y a pas que le côlon, il y en a plein d'autres Oui, bien avec sûr. des cancers qui sont au moins aussi impactants que celui du côlon, soit en termes d'augmentation de l'incidence, en termes de gravité, en termes de mortalité. Et effectivement, l'idée, c'est d'aller voir ailleurs aussi. Oui, 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 certainement. On aura sur l'endoscopie beaucoup de nouveaux systèmes. Il y en a sur l'œsophage, il y en a sur l'estomac, on en a beaucoup dans les capsules de l'intestin grêle, on en a en écho-endoscopie sur le pancréas. Et tout ça se développe à une vitesse fabuleuse. On aura, je pense, dans les 5 ans qui viennent, beaucoup d'outils. Alors là, après, ça sera le problème dans les salles de l'intégration des outils, compris en volume. Mais bon, je pense que les choses petit à petit se décanteront. Et voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc, bon, je pense qu'on est arrivé un peu au bout de notre présentation. Voilà, Hein. écoutez, merci encore une fois, Robert, merci beaucoup. On a décidé de faire, de laisser du temps aux questions. Donc, on est ouvert à vos questions. Il y a un petit sondage qui doit arriver juste maintenant ou dans quelques minutes. Prenez le temps d'y répondre ça reprend les questions qu'on a parlé tout à l'heure en disant
Est-ce que vous connaissez l'IA et la colo? Est-ce que vous pensez que c'est utile? Et maintenant qu'on a fait avec le support d'expertise de Robert Benamouzik, l'état des lieux, on va dire, est-ce que les réponses que vous proposez ont changé ou est-ce que c'est les mêmes? Voilà. Ça nous intéresse de le savoir. Voilà. Et je vais arrêter de partager mon écran. Et si vous avez des questions, bah, écoutez, on est là pour y répondre. Oui, merci, messieurs. Juste pour les auditeurs, vous pouvez poser vos questions dans Q et R. Ce sont des questions écrites. Vous ne pouvez pas poser des questions en live. Donc, posez vos questions par écrit et les intervenants vous répondront. Une fois, n'hésitez pas, hein, on est, Je vais poser une question pour démarrer en étant en live, moi personnellement. Quand vous parlez de l'IA, la façon dont vous en parlez, on, on a l'air de rejoindre un peu les systèmes qui ne sont pas les systèmes totalement experts, mais les systèmes robotisés, par exemple en chirurgie orthopédique. Est-ce que vous avez une approche de ce type-là ou parce que là, l'IA, c'est le système expert qui permet d'accompagner le geste. Quand vous disiez que ça pouvait éventuellement accompagner une progression dans le côlon, est-ce que Alors, comment ça permet d'accompagner justement la progression dans le côlon? C'est un point qui me paraît un peu délicat. alors non, aujourd'hui, c'est pas du tout enfin, il y a des gens qui travaillent sur des robots colos pour essayer de travailler, aider de l'IA sur la progression. Et voilà, on a aussi des systèmes de coloscope qui embarquent, et ça, c'est par contre au quotidien. Et c'est description des angulations, c'est-à-dire qu'en fait, le coloscope apparaît à l'écran avec à la fois sa position complète, vous savez, s'il est un peu replié dans l'espace, etc. Et même dans certains prototypes, on peut espérer avoir un calcul des pressions sur les parois pour essayer de mieux se guider dans des progressions difficiles. Donc ça, c'est pour vous dire que oui, il y a des sujets comme ça, mais ils ne sont pas encore à aucun moment rentrés. Euh, comme en chirurgie orthopédique, dans de l'action de progression. On est dans la description de la progression, on est par cette description, une amélioration, mais pas dans le contrôle de la progression encore. là, on est vraiment, à ce stade-là, on est vraiment sur un outil d'accompagnement des équipes médicales où le médecin fait son geste, il fait son analyse. Et là, c'est une aide supplémentaire. Vous n'êtes plus tout seul en train de regarder votre coloscopie, c'est-à-dire que vous faites votre coloscopie et vous avez en plus un système qui est là, un double regard qui va regarder avec vous cette analyse et qui, lui, pour le coup, n'est pas perturbé par le bruit, par les images, par tout ce qui se passe autour parce que mécaniquement, il regarde les images et il dit là, je vois un truc. Est-ce que j'ai raison ou pas? C'est toi, Voilà. médecin, qui va me le dire, mais voilà. Voilà, et donc c'est cette espèce de petit carré vert là que vous avez vu tout à l'heure dans le film, hein, qui nous dit regarde donc ici. Et des fois d'ailleurs, on dit regarde donc ici. Et effectivement, on l'avait déjà vu avant, donc on se demande pourquoi ce truc-là s'allume alors qu'on est déjà au courant. Mais de temps en temps, on peut être amené en fin de séance ou quoi, avoir un peu de fatigue et pof, ça rend service. L'autre possibilité, et c'est là où, pour un expert qui voit déjà bien en même temps que la machine, voire un quart de seconde avant, d'avoir des fausses images, parce qu'il y a aussi des faux positifs. Donc là, au début, on était très embêté avec les premiers systèmes, parce qu'ils sonnaient tout le temps et ils voyaient tout et n'importe quoi. Là, maintenant, il y a des meilleures régulations de ce qui est la sensibilité, la spécificité, et on est maintenant beaucoup plus à l'aise, on est moins gêné dans le bip-bip permanent, on va dire. Alors, je ne sais pas si tu veux prendre quelques Ouais, questions on n'a là. pas, là, je suis sur le Q&A, hein. Pour l'instant, merci pour vos commentaires. Écoutez, on a des commentaires la présentation, donc merci, on est content que ça vous ait apporté des éléments supplémentaires dans ce sujet qui est passionnant et qui est en train de bouger de Ouais. manière très importante. Il y a Monsieur Duvivier qui a l'air de ne pas avoir terminé sa question. Ah, voilà. Question Alors, méthode. avec quelle entreprise de biotechnologie métronique développe ce nouveau mode interventionnel? Alors, je suis
pas certain de comprendre la question. Nous, encore une fois, sur le module d'intelligence artificielle, il est développé. C'est un développement métronique, c'est un développement conjoint entre métronique et une société qui s'appelle Cosmo, qui est un de nos partenaires de développement. Et donc, on a une entité R&D commune qui développe ce module. Et on travaille également, on a annoncé il n'y a pas tellement longtemps un partenariat avec une société que peut-être certains d'entre vous connaissent si vous avez ou vous-même faites des jeux vidéo qui s'appelle Nvidia, qui est une société qui est la société leader dans les composants d'intelligence artificielle, notamment les processeurs. Et là, on est en train de travailler sur l'ouverture de ces plateformes pour accélérer le mode de développement. Donc, c'est un mode de développement à la fois sur notre R&D interne, à la fois avec un partenaire, à la fois on est en train d'ouvrir sur un mode de développement un peu nouveau où des équipes qui auraient des idées développeront des choses et si c'est pertinent, on le co-développera avec eux. Voilà, on peut raconter d'ailleurs une petite anecdote d'histoire de ce système, parce que ça correspond exactement à la réalité. Au départ, c'est un groupe de cliniciens donc, qui a un essai randomisé. Ils vont essayer de voir si en ingérant une capsule avec un marqueur qu'on utilise depuis de nombreuses années le pulvérisant pendant la coloscopie sur la lésion pour mieux la voir, si en donnant la veille ou le matin de l'examen, cette gélule de marqueur, ça permet d'avoir des coloscopies plus sensibles. Et comme on est dans le cadre d'une étude randomisée, ils ont eu l'intelligence de prendre la précaution de faire signer, bien sûr, le consentement éclairé, mais aussi que les images des coloscopies puissent être exploitées à des fins scientifiques ultérieures. Et donc, ils se retrouvent avec 600 films de coloscopie. Et c'est ça l'histoire du développement de ce système. C'est-à-dire qu'en fait, la richesse, elle est venue, certes, de cette société qui a été montée ultérieurement, mais d'un groupe collaboratif de collègues gastroentérologues italiens qui ont eu l'intelligence de faire une banque propre et annotée. Et ça a été la puissance de feu du départ de ce projet, par exemple. Mais effectivement, l'intérêt de l'IA de ce mode de fonctionnement, c'est que les idées qui viennent du terrain, parce que c'est plus important, c'est quel est le cas d'usage qu'on veut mettre en place, à quoi ça va servir. Et c'est souvent comme ça que part cette idée-là. Et l'IA, après, est le moteur pour le mettre en place. Exactement. Et après, bon, il y a tout le jeu industriel qui se met en route, puisqu'il faut des investissements, il faut du temps, il faut des ingénieurs, etc. Monsieur Duvivier, j'espère avoir répondu à votre question. Si c'est Voilà, si j'ai pas d'autres messages, je suppose que je considérais que oui. Sinon, n'hésitez pas à préciser les choses. Alors, combien de centres? Alors, c'est un système, comme je vous le disais, les systèmes, en tout cas pour le nôtre, mais les autres sont à peu près pareils. Le nôtre était marqué CE en février 2021. On va dire qu'il y a maintenant, par tous les gros pays européens, il y a des dizaines de systèmes dans tous les pays, y compris la France. Donc, je ne suis pas autorisé à vous dire où ils sont, mais les centres qui l'ont communiquent largement dessus. Mais il y a des dizaines de systèmes un peu partout en Europe. Il y a des pays qui lancent de gros projets à grande échelle. Je pense à l'Angleterre sur des projets où ils vont équiper leur centre de screening du cancer pour accélérer ou améliorer leur qualité. Donc, c'est vraiment en train de s'accélérer. Et nous, notre volonté, je dis moi, mais je pense que mes collègues également, c'est d'accélérer et de faire en sorte que l'accès à cette technologie soit le plus rapide possible pour les équipes. Une question de responsabilité par rapport à justement l'intelligence artificielle et son utilisation en endoscopie, en coloscopie. Est-ce qu'à terme, les services, j'ai entendu qu'un gastro très expert était capable de fonctionner un peu, pas les yeux fermés, mais sans trop de difficultés. Est-ce que ça sera opposable, ce type d'intelligence d'outils? Est-ce que, vu l'évolution des data qui montre que c'est un progrès, est-ce qu'on pourrait être mis en défaut de ne pas l'utiliser? C'est ça la question? C'est ça un peu, oui, la question. Non, je ne pense pas tout de suite en tout cas, parce que aujourd'hui, on est sur quelque chose qui montre que c'est plus sensible. Il nous reste à démontrer, ça prendra beaucoup plus de temps parce qu'il faut du recul,
que les centres, par exemple, utilisant les choses et les centres n'utilisant pas les choses, par exemple, le cancer d'intervalle, qui est en fait le seul vrai marqueur dur, hein, les autres, c'est des marqueurs intermédiaires de valeur, mais qui ne restent qu'intermédiaires. C'est sûr, par contre, que si on montre qu'un centre qui a l'utilisation régulière et permanente de ça a moins de cancer d'intervalle et l'autre l'a pas, à un moment donné, bon, d'abord, ce sera même pas un problème médico-légal, ce sera un problème de responsabilité médicale au sens éthique. Hein. C'est qu'il faut qu'on l'ait, quoi. Je veux dire, c'est comme, enfin, voilà, à un moment donné. On écoutait le poumon au travers d'un mouchoir, et puis à un moment donné, il y a eu le stéthoscope, on écoutait quand même mieux. Après, il y a eu l'échographe cardiaque quand on voulait savoir des choses, ou l'appareil à ECG. Donc, à un moment donné, voilà, on doit se donner les moyens de notre action, et si on ne se les a pas donnés, c'est qu'on est fautif. En tout cas, dans les situations où il fallait le mettre en œuvre. Et ça, on n'en est pas là. Écoutez, il est 13h28. Je ne sais pas si on peut avoir les résultats du sondage qui a été fait sur l'avant-après ou s'il sera communiqué d'une manière enfin, communiqué aux participants. Je ne sais pas si les personnes de Reformat peuvent nous partager ces résultats. Je ne sais pas si on les a quelque part. Bon, oui, on devrait pouvoir les afficher, Agnès, je pense. Écoutez, je ne sais pas, bah, je verrai peut-être. On va. Non, je ne peux pas les afficher comme ça. Est-ce que tu Je... peux les lire à voix haute alors? Si tu Alors, veux les afficher. pour le premier sondage, connaissez-vous la coloscopie? 92% oui, 8% non. Avez-vous déjà entendu parler de l'intelligence artificielle en coloscopie? 16% oui, 84% non. Ça, c'est pour le premier sondage. Donc, Donc, d'où l'utilité de ce sympôt. ouais. Et le deuxième sondage, intérêt de la session, j'ai appris des choses à 100%. Après ce symposium, quelle est selon vous la contribution de l'intelligence artificielle à la qualité de la coloscopie? Mineur 10%, majeur 90% de réponse. Je crois Voilà. qu'on a fait le boulot, alors on peut rentrer à la maison. Hein. Bon, bah, On peut écoutez, en vous tout cas, féliciter. merci beaucoup à tous de de vous être connectés, d'avoir écouté ce sujet qui nous tient à cœur dans notre engagement ou que médecin ou en tant qu'industriel sur la lutte contre les cancers, parce que c'est un sujet qui est important et cet outil-là sert à ça. Donc un grand merci à vous. C'est bien. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir.